On va démarrer. On va démarrer. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes d'accord pour être avec nous? Yes. Bon, alors il va falloir faire fort parce qu'à côté, ils applaudissent beaucoup. Donc je compte sur vous aussi pour beaucoup applaudir. Donc bonjour, je suis Jean-Michel Caille. Je suis senior partner au bureau BCG de Paris et je dirige le prix de l'entrepreneuriat social avec mon ami Quentin de Couvelard et Joséphine Manière ici qui nous accompagnent. Alors au menu aujourd'hui pour ce 17e prix de l'entrepreneuriat social, et oui 17e, ça fait 17 ans qu'on fait ce prix, ça fait 17 ans qu'on investit et qu'on investit de plus en plus dans ce domaine. Ça fait maintenant 2 ans qu'on l'appelle le prix de l'entrepreneur environnemental et social pour pouvoir primer ceux qui à la fois recherchent plus de justice sociale dans les mécanismes économiques, mais aussi plus de bienfaits et d'externalités positives dans l'économie. Donc pour cette remise des prix et cette cérémonie, on va procéder en 3 temps. Donc tout d'abord j'ai oublié, pardon, excusez-moi, et à chaque fois je me fais gronder, il faut que je remercie nos partenaires. Et le premier partenaire, c'est Change Now, avec qui on est en partenariat depuis 2018. Change Now, qui était d'ailleurs non pas un lauréat, mais un finaliste du prix. Donc vous voyez, on avait déjà une bonne vue. Donc voilà. Donc je voulais d'abord remercier Change Now, et ensuite je le ferai au fur et à mesure. Donc la première partie, donc nous aurons une table ronde animée par Francesco Bellino du BCG, et qui est le responsable de nos activités environnementales, sur le thème on ne peut plus d'actualité de la transition écologique et son impact sur l'agriculture. Nous aurons Fabrice Aigron dans Direct des éleveurs, nous aurons Florian Breton de Mimosa, nous aurons Alon Zetoun, le CEO de Cantis, qui expliquera ce qu'est Cantis. Nous aurons également Assinapi de la Société Générale. Et voilà, donc ça c'est la première partie. Une deuxième partie, Jean-Louis Picot, qui est quelque part, ouais, il est là, qui est notre partenaire avec le Parisien économique. Et alors, je vous signale qu'il y a une super une dans le Parisien économique. J'espère que vous l'avez tous vu, c'est super beau, sur le prix de l'entrepreneur économique et environnemental et social. Et donc, fera un débat avec les finalistes, qui, j'espère, sont tous là. Et donc, tout à l'heure, il animera ce débat pour vous permettre de mieux comprendre leurs objectifs, ce qu'ils ont fait, pourquoi, etc. Ilham Kadri, qui est par là, bon, voilà, remettra le prix, d'abord avec un mot d'introduction et ainsi un mot de Olivier Scalab, notre directeur général très impliqué là-dedans également. Et donc nous finirons par la remise du prix, qui, il n'y a pas trop de suspense parce que certains les connaissent déjà, mais enfin voilà, nous aurons les 2 gagnants du prix qui seront dévoilés tout à l'heure. Et nous finirons par une photo de famille, comme d'habitude. Donc maintenant, place au débat sur la transition écologique dans l'agriculture avec Francesco Bellino, Francesco et ses invités. Et plus de bruit, s'il vous plaît, parce qu'à côté... Bonjour, Assina. Vous avez chacun... Enchanté, Florian. Salut, Florian. Tu veux qu'on se... T'es ici, toi? Non, t'es pas ici. Ah bah tiens, Assina, mets-toi là. Et moi, il y a des caméras, ouais. Ah merde. Ne t'inquiète pas, juste un tout petit peu derrière le public, ça ira. Okay. Ah, T'en as pas? il y en a 4. Voilà, comme ça, nous avons tous un micro. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans le cadre du prix de l'entrepreneur environnemental et social pour une première table ronde avec du coup un panel très riche que je remercie déjà pour se prêter au jeu. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons discuter d'un sujet qui était déjà d'actualité quand on a réfléchi au thème, mais qu'il est devenu encore plus, l'agriculture. Vous avez tous vu l'importance que l'agriculture a eue dans les actualités, dans les discussions européennes, au niveau de la France. Nous allons échanger du coup avec les différents intervenants que je vais déjà vous présenter. Donc Assina Pi, directrice du développement durable à la Société Générale. Florian Breton, CEO et fondateur de Mimosa. Tu me diras après si je la définis bien, Mimosa, mais qui est donc une plateforme de financement de projets de transition agricole.
Alon Zeytoun, directeur général de Cantis. Cantis est la branche du BCG spécialisée sur les sujets de développement durable. Je t'autorise aussi, Alon, à mettre ton autre casquette d'avant pendant notre table ronde, puisque tu as été pendant 8 ans le DG de Naturalia. Et puis Fabrice Aigron. Fabrice, tu es éleveur. Et donc, tu représentes aujourd'hui le monde de l'agriculture. Tu as créé En Direct des éleveurs, qui est aujourd'hui une marque pour des produits laitiers. Fabrice, tu as été lauréat du prix, d'ailleurs, de l'entrepreneuriat environnemental et social en 2019. Florian, tu as été finaliste. Donc, nous avons aujourd'hui un panel à la fois d'entreprises, d'entrepreneurs, et l'idée est de discuter ensemble de comment le modèle agricole peut évoluer vers un modèle plus durable. Je vais très vite laisser la parole aux intervenants, mais peut-être juste pour vous donner un cadre et il y a peut-être des niveaux différents de compréhension de ce qu'est aujourd'hui l'agriculture dans l'auditoire. La France est encore aujourd'hui un grand pays agricole. À peu près 18% de la production agricole européenne est française. Donc nous sommes un pays important quand il s'agit de l'agriculture. C'est un modèle qui connaît des challenges, et vous les avez tous vus dans la presse. Il y a des challenges économiques. Aujourd'hui, une étude que l'on avait faite en 2021 montrait qu'à peu près 18% des foyers, des ménages actifs agricoles vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. Si vous prenez sur toute la population confondue, c'est 13%. Donc l'agriculture, on a une surreprésentation de gens qui ne vivent pas de leur métier aujourd'hui. Et il y a dans l'agriculture un sujet de transition aussi. Nous avons 400 000 exploitations agricoles. La moitié de ces exploitations va devoir changer demain pour des raisons démographiques dans les 10 années qui viennent. Aujourd'hui, un agriculteur sur 4 ne trouve pas repreneur. Donc un enjeu de continuité aussi du modèle agricole se joue actuellement et dans la décennie qui vient. Je vais peut-être commencer par une première question. Alors, j'ai vraiment brossé les grandes lignes de ce modèle. Il y a toute une chaîne de valeur derrière l'agriculteur, du producteur, des financeurs, jusqu'aux retailers et à ceux qui vendent ensuite les produits. Dans la case des financeurs. Et l'argent, tu as raison. Et les financeurs, vous êtes là. Peut-être Yacina, je commence avec toi. Comment tu vois aujourd'hui, comment tu écrirais le modèle tel qu'il est aujourd'hui et où est-ce qu'il a besoin d'évoluer pour une agriculture plus durable et économiquement aussi plus viable pour les agriculteurs? On voit un modèle qui est difficile, tu l'as décrit, avec des conditions de vie qui sont très très dures. Un modèle qui est assez standardisé, qui est très capitalistique, donc qui a besoin de beaucoup d'argent pour investir dans beaucoup de matériel et qui laisse finalement trop peu de marge de manœuvre. Quand on est dans une société qui doit évoluer et qui doit innover, on a besoin d'avoir un peu de marge de manœuvre pour avoir des moyens pour innover. Quand on est ric-rac, qu'on n'a pas beaucoup de quoi se payer soi-même et qu'on a beaucoup de dettes à payer, c'est difficile d'envisager un nouveau modèle. Le nouveau modèle, on parle d'agriculture régénérative aujourd'hui, c'est un modèle qui a fait ses preuves, mais qui va prendre peut-être 5 ans ou plus à donner tous ses fruits. Et la grande difficulté, le piège de l'agriculture actuelle sur un grand nombre d'exploitations, c'est qu'on n'a pas les moyens d'avoir des aléas, de passer à autre chose, de faire un test. Et donc, du coup, on est entré dans quelque chose de mécanique. Et on est sur une ligne de crête. C'est un peu un piège, d'ailleurs. Et on a du mal à reprendre des exploitations, on en parlera tout à l'heure, quand on ne les reçoit pas soi-même. Déjà, quand on les reçoit, on n'est pas tout à fait sûr de vouloir le faire. Mais quand on ne les reçoit pas soi-même, là, c'est carrément mission impossible d'aller financer du foncier quand on part de zéro. Donc, mais il y a beaucoup de solutions possibles, on en parlera bien sûr. Merci. Fabrice, peut-être à toi. Tu es au cœur du modèle. Comment tu le vois évoluer ou comment aimerais-tu qu'évolue ce modèle? Enfin, en tout cas, je suis au cœur de mon modèle, de notre modèle, parce que nous, on est une solution parmi tant d'autres, et j'espère qu'il y en a plein. Après, aujourd'hui, on est aussi en France. Je voudrais juste vous faire un petit sondage pour vous rendiez compte. Combien de personnes ici, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main si vous avez des parents, grands-parents ou des cousins proches agriculteurs? Combien? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des Français n'a plus de lien du tout avec un agriculteur, ne sait même pas ce que c'est qu'un agriculteur. En fait, aujourd'hui, on a 65 millions d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a 65 millions de consommateurs qui pensent expliquer au monde agricole ce qu'il peut faire et comment il doit faire, avec toutes les problématiques que vous venez de parler.
c'est que c'est hyper difficile. Aujourd'hui, on est dans une agriculture familiale encore. J'espère encore pour longtemps. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un agriculteur disparaît, c'est une reprise à l'agrandissement et à l'industrialisation de nos exploitations avec des capitaux qui deviennent de plus en plus lourds. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vivable. On parle de l'agriculture française, mais à travers le monde, la société agricole, les agriculteurs, c'est eux qui nourrissent la planète, mais qui ne mangent pas leur faim. C'est partout dans le monde. Donc il y a plein de solutions. Elles passent par un changement, c'est vrai, mais le temps agricole, malheureusement, c'est pas le temps politique, c'est pas le temps de la finance, c'est un temps long. Quand on sème, on ne sait pas du tout ce qu'on va récolter. Il y a la météo, il y a l'économie. Vous semez en pensant voir un animal qui va mettre 3 ans à grandir, à donner du lait ou à donner de la viande, une céréale qui va mettre plusieurs mois à pousser. Et en fait, le marché s'est complètement écroulé parce qu'il s'est passé... il y a quelqu'un qui a toussé de l'autre côté de la planète et qui a bouleversé complètement le marché économique. Donc c'est tout ça le défi d'aujourd'hui. C'est en fait, c'est le défi de chacun que de comprendre qu'on a tous quelque chose à faire en tant que consommateur, transformateur et producteur. Et le premier défi, c'est communiquer et d'échanger. Merci Fabrice. Tu parlais d'un modèle familial et effectivement le souhait que ce modèle reste aussi familial. En même temps, quand on discute et on parle de l'évolution de l'agriculture, on voit aussi le rôle que l'innovation peut venir jouer. Donc on voit qu'il y a un mélange de choses à garder et d'une innovation à apporter. Peut-être Alon, toi qui travailles aussi avec pas mal de clients sur des transitions alimentaires ou agricoles, comment vois-tu le rôle de l'innovation ? Il est clé. Juste, je peux revenir sur un sujet que tu as évoqué et qui, pour moi, me semble clé. Avant, c'était facile l'agriculture. Enfin, ça n'a jamais été facile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est simple. Il fallait résoudre un problème de compétitivité et de nutrition. Il fallait produire un maximum de calories à un prix le moins cher possible. Et en fait, c'est devenu super compliqué parce qu'à ce sujet de compétitivité et de nutrition, il faut rajouter un sujet de résilience qui devient clé et qui va devenir encore plus clé quand le climat va s'y mettre et qu'en fait, il y aura des régions entières de la France qui pourront plus... on ne pourra plus cultiver ce qu'on cultive aujourd'hui. Il y a des sujets de durabilité qui sont à la fois des sujets de durabilité pour l'environnement, mais aussi pour les agriculteurs, parce que c'est le métier peut-être le plus dur du monde aujourd'hui, et éleveur peut-être encore plus d'ailleurs qu'agriculteur. Donc tout ça veut dire qu'en fait l'équation à résoudre, elle est beaucoup plus compliquée qu'avant. D'où le sujet d'innovation, parce qu'aujourd'hui il y a effectivement des techniques dont on parle. Moi, j'ai été pendant 10 ans dans la bio, donc je vois très bien les techniques qu'on peut utiliser. On parlait de l'agriculture régénérative, qui sont fun techniques, mais aujourd'hui, en fait, en vrai, c'est récent. Elles ne sont pas à scale ou à l'échelle. Elles ne sont pas mécanisées, elles ne sont pas digitalisées. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites dans l'agriculture extensive qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc oui, on a besoin de ça. Il y a des embryons d'écosystèmes qui existent. Je pense typiquement à Hectare qui existe et qui fait de créer cet écosystème-là, mais il y en a d'autres en France et ailleurs. Et on n'y arrivera pas à résoudre cette équation qui est compliquée sans des startups, sans des scale-ups, sans tout un écosystème de financeurs, de grandes entreprises qui les accompagnent et qui soutiennent ces projets-là pour réussir à adresser à l'échelle. Et encore une fois, c'est massif. Ce qu'il faut comme argent, comme énergie, comme entrepreneur pour y arriver, c'est massif. Et c'est typiquement une équation pour moi qui ne peut et ne doit être résolue que par les startups, dans le sens elles résoudent à ces problématiques très spécifiques. Merci Alon. Alors, tu parles justement de l'innovation et aussi du rôle des financeurs pour alimenter cette transition. Florian, tu as créé il y a quelque temps cette plateforme qu'est Mimosa, qui joue un rôle social aussi clé pour permettre cette transition. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et aujourd'hui, finalement, le rôle que vous jouez en tant que plateforme de financement? Alors pour aller aussi dans le sens de Fabrice, j'ai récemment aussi réceptionné une information. Il y a un Français sur 20 qui s'est rendu déjà une fois dans sa vie dans une exploitation agricole. Donc on rajoute encore un petit peu de déconnexion. Alors Mimosa, pour faire simple, c'est la première plateforme de financement qui a été fondée en Europe dédiée à la transition agricole alimentaire. Donc fondée en 2015. On a accompagné, financé aujourd'hui à peu près 7000 projets en France et en Belgique. Ça représente à peu près 29 000 emplois, quasiment 30 000 emplois qui ont été préservés, parce qu'on le sait peu, mais l'agriculture aujourd'hui est une source d'emplois créés et préservés
sans commune mesure dans tous les autres secteurs de l'économie réelle, puisqu'en agriculteur, c'est à peu près entre 5 et 7 emplois non délocalisables qui sont impactés, directs et indirects. On a apporté à peu près 150 millions d'euros de financement en s'appuyant à la fois sur une communauté d'investisseurs citoyens comme vous, qui tous les jours se rendaient sur Mimosa pour donner ou pour prêter aux projets qu'on sélectionne avec des critères financiers et extra-financiers, mais également pour changer d'échelle. On a nous aussi fait appel à la grande finance et donc aux institutionnels pour créer il y a à peu près 1 an et demi le premier fonds de dette privée qui est aujourd'hui doté de 50 millions d'euros pour cofinancer des projets de plus grande envergure. Donc aujourd'hui, Mimosa accompagne des projets compris entre quelques milliers d'euros à travers le don avec contrepartie jusqu'à 2 millions d'euros avec une expérience client qui se veut simple, rapide, flexible et très grand public parce que vous l'aurez compris aujourd'hui, un des grands vecteurs et une des grandes visions aussi de Mimosa, c'est aussi de jouer un rôle politique et pédagogique. On est un média pour chacun des agriculteurs qui nous fait confiance aujourd'hui. Et c'est ça le sens de l'histoire pour nous, en tout cas, ce rapprochement sociétal entre les consommateurs citoyens que nous sommes et le monde agricole. Alors tu évoquais notamment le sujet de la transition du modèle. En fait, ce qu'il faut se poser aussi comme question, c'est de quoi on parle quand on parle de transition. En réalité, ce qui est le plus médiatique et politique aujourd'hui, c'est la transition environnementale. Mais il est vrai qu'il y a d'autres transitions qui se passent aujourd'hui dans les campagnes. On parle, Assina évoquait tout à l'heure aussi le renouvellement des générations avec la difficulté dans cette transition sociale aussi pour des jeunes agriculteurs qui sont hors cadre familiaux de s'installer. Et je le rappelle, c'est 50% aujourd'hui des agriculteurs qui s'installent, des hors cadre familiaux. Donc il est nécessaire de faire évoluer les financements. Et aussi une transition économique. Le secteur, mon grand-père était un producteur de raisins. Aujourd'hui, un agriculteur est un chef d'entreprise qui manipule finalement les chiffres, il est comptable, il est directeur financier, il gère ses fournisseurs, il gère ses clients finaux. Et cette transition économique aussi l'amène vers de nouveaux modèles économiques comme la production d'énergie renouvelable, le stockage du carbone, etc. Donc pour moi, les grands défis aujourd'hui de la transition, ils sont de différents ordres. Premièrement, c'est un défi de formation et d'accompagnement technique. C'est un énorme challenge de renouveler aussi les formations pour les agriculteurs. Il existe plusieurs organismes aujourd'hui en France qui existent historiquement, mais qui sont en train de se réinventer. Il est urgent d'accompagner cette transition aussi par l'agronomie, qui est essentielle. Donc formation technique, accompagnement à la transition. Deuxième sujet, c'est le financement. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Le troisième, c'est le défi politique. Tu l'as peut-être pas évoqué par politesse, mais c'est pour la deuxième partie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un secteur qui est global. Et les grandes manifestations aujourd'hui des États membres et des agriculteurs des États membres finalement trouvent consensus en ce sens où la compétitivité n'est pas la même. On demande aux agriculteurs de faire une montée en gamme pour être mieux disant socialement et environnementalement. Pour autant, le coût de la main-d'œuvre en France c'est 14 € de l'heure, en Espagne c'est 7 et au Maroc c'est 1. Donc comment veut-on être compétitif aujourd'hui? C'est un problème plutôt de modèle agricole. Par exemple sur la tomate, dont la saison va prochainement commencer, quand il y a un problème aussi structurel qui n'est pas que conjoncturel lié à la crise actuelle. Et puis enfin, le dernier point, c'est le point de la pédagogie et des consommateurs. Il est aussi important aujourd'hui de former une armée de citoyens consommateurs afin de les sensibiliser sur c'est quoi être agriculteur, c'est quoi produire, c'est quoi la saisonnalité des produits pour consommer local. Et encore une fois, ouvrir des marchés publics aussi pour soutenir cette transition, en tout cas française et européenne, café, hôtel, restaurant, cantines scolaires, collectivités territoriales et bien évidemment les linéaires des hypermarchés qu'on côtoie tous. Alors, tu as ouvert beaucoup de sujets et effectivement, on va en creuser quelques-uns. D'abord avec toi Fabrice, et c'est peut-être là où on va parler un peu politique, mais vous avez tous dit aujourd'hui au fond un des paradoxes, c'est que tout le monde dit l'agriculture c'est important, mais la part de population qui s'y est confrontée, qui l'a vu et qui l'a côtoyé, est extrêmement faible. Comment on peut recréer cette proximité, augmenter l'acculturation et faire en sorte qu'effectivement l'agriculture soit plus présente dans le quotidien, ou en tout cas la vie courante de plus de citoyens français? L'agriculture, elle est au quotidien déjà, parce qu'on mange quasiment 3 repas par jour. Donc sans agriculteur, il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Et moi, je dis toujours qu'une bonne alimentation, c'est pas ou moins de médicaments. Donc ça c'est hyper important et ça commence à l'école. Enfin moi quand je vois des publicités où les enfants, on met en avant des enfants qui connaissent pas ce que c'est qu'un poireau, une courgette, c'est waouh. En fait, c'est quand même aujourd'hui quelque chose de fou qu'un enfant qui habite en pleine campagne, certes à 30 minutes de Nantes, qui est à l'école en CM2, sur 32 enfants, il y en a un seul qui a été visiter une ferme. Et quand on lui demande d'où vient le lait,
d'Intermarché ou de Super U. Qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une vache, on ne sait pas. Voilà, c'est aussi ça, c'est apprendre ce que c'est que le métier d'agriculteur. Donc il faut que nous, on soit transparents. On a un rôle d'éducation. Alors, je vais juste me représenter en 30 secondes. En direct des éleveurs, c'est un collectif d'agriculteurs où nous, on a investi 8,5 millions d'euros pour construire notre propre entreprise. Notre propre entreprise, c'est prendre le lait de nos fermes, qu'on va travailler de façon à impact positif sur l'environnement. C'est bien nourrir la planète pour bien nourrir les animaux, pour bien nourrir les hommes. Donc on est dans des certifications. Tous les 10 jours, on est contrôlé. Nous, on ne parle pas de quantité, notamment de lait, mais de qualité du lait, de qualité nutritionnelle. C'est ça aussi l'agriculture. Moi, aujourd'hui, ce qui me manque, et c'est politique, c'est qu'on ait un cap. Un vrai cap, c'est... on a fait les états généraux, les EGA, qui au départ devaient être les états généraux de l'alimentation, qui se sont transformés en états généraux de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Si aujourd'hui, on est capable de mettre un plan alimentaire à 20 ans, qu'est-ce qu'on veut pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour les 20 prochaines années? Le monde agricole est capable de s'adapter. Avec toutes les technos qu'on a aujourd'hui, l'agriculture a toujours été un moteur, je pense, sur les innovations, sur tout ce qui est technique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cap. Donc vous êtes un agriculteur, vous travaillez sur du temps long, avec des réponses à quelques jours ou quelques mois. On a des producteurs laitiers aujourd'hui, ils ne savent pas combien ils sont payés dans 10 jours. On est en train de mettre en place, on a mis en place des céréales au mois d'octobre sans savoir combien elles vont être payées au mois de juillet. Le marché était divisé par 3. On fait comment? Vous élevez un petit veau qui va faire une viande dans 4 ans, vous ne savez pas combien vous allez la vendre. Donc c'est juste terrible. Donc oui, on a besoin de capitaux. Nous, quand je vous dis qu'on a créé notre propre entreprise, on a investi 8,5 millions d'euros, il n'y a personne qui voulait financer. Personne, on a trouvé une seule banque, on a fait du financement participatif. Alors Mimosa n'existait pas, donc on n'a pas fait avec Mimosa. Aujourd'hui, j'ai besoin de réinvestir. Personne ne nous suit. Pourquoi? Parce que vous avez aussi tout un écosystème environnemental de lobbying qui ne voit pas forcément d'un super œil que des agriculteurs se prennent en main ou qu'il faut changer de paradigme, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important qu'on soit soutenu, que le monde agricole soit soutenu, mais que le monde agricole change. On a l'obligation aujourd'hui de nourrir les gens en étant responsable de la planète, de l'environnement, c'est obligatoire, mais aussi de la santé, du sol, des animaux et des hommes. Donc il faut arrêter de faire de la quantité, il faut faire quelque chose qui nourrisse correctement. Et ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est l'impact d'une bonne alimentation, combien on économise sur la santé, combien on économise... elle n'est pas là, Nolwenn, mais c'était une discussion avec quelqu'un qui est dans le médical. Aujourd'hui, l'hôpital. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Je pense que c'est le pire endroit où on mange. Je pense, honnêtement, que c'est le pire endroit où on mange. Alors que c'est là qu'on doit se soigner. Et je suis désolé, dans notre culture française, ça passe par un bon repas. Et ça, c'est juste de la psychologie. Mais si vous gagnez un jour d'hospitalisation parce que vous avez bien mangé, économiquement, on va tous s'y retrouver. Sur la santé, sur tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'aller mesurer ça. On ne le fait pas assez, on a besoin d'aide. Mais bien nourrir, c'est des gens en bonne santé, c'est moins de médicaments. Et puis derrière, je pense que vous êtes mieux formés que moi pour mesurer ça, mais tout va découler. On est une société agricole. Ouais, c'est les bases de notre société. Maintenant, on est en train de l'oublier, on va les faire disparaître. Et je dis bien, nous allons les faire disparaître parce qu'on est tous responsables à notre échelle. Et c'est pas parce que je suis agriculteur. Moi, je suis revenu il y a un peu plus de 20 ans, mais j'étais 15 ans à faire autre chose avant. Et je suis revenu parce qu'en fait, on disait toujours à mon père, produis et tais-toi. Et ça m'a insupporté. Et donc, on a créé ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions. Elles existent. Il faut juste de l'aide, de l'écoute et un peu de courage à tous les niveaux. Merci Fabrice. Et tu dis effectivement que les solutions aujourd'hui existent et on en voit, je prends pour le BCG, on a regardé aux États-Unis, on a regardé l'année dernière en Allemagne, cette année au Danemark, à chaque fois on a soit coopératives, soit des écosystèmes agricoles qui nous disaient aidez-nous à quantifier une trajectoire vers l'agriculture régénérative notamment. Ce que l'on voit effectivement, c'est qu'aujourd'hui les leviers, on sait les modéliser, on sait les quantifier, et on sait arriver, sur papier, à un modèle qui arrive à un modèle agricole plus durable, plutôt rentable, plus résilient aussi par une meilleure mixité rotation. Un des freins, systématiquement, c'est la transition.
l'exemple que tu donnais des C'est le 8 cap. millions dont il y a besoin. Mais Alors, si on n'a il y a pas le de cap. cap, si on n'a pas de cap, le temps long, tu as raison. le temps long agricole, c'est pas 6 mois, c'est pas le temps Ouais. politique de un quinquennat ou de ce que vous voulez. Hein. Le temps agricole, c'est 20 ans. Oui. Donc si vous mettez pas un cap, la transition, elle se fera jamais. Si vous dites Ouais. pas, il faut qu'on arrive dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là, jamais il y aura de transition. Le monde agricole, il est très précaire, sauvage, brut, ce que vous voulez. Mais en fait, il faut qu'il sache où il va. Et la transition, elle peut se faire que dans ce temps long. Et tu parles des 20 ans. Déjà, des transitions de modèles qui prendraient 3 à 5 ans sont compliquées quand tu n'as pas le cap, la visibilité à 6 mois. Pour avoir fait l'agriculture régénératrice, parce que moi j'ai fait l'audit, Ouais. c'est 10 ans. Hein. Voilà. 10 ans. Donc imaginez embarquer quelqu'un en disant pendant 10 ans tu vas pas refaire tes Ouais. rendements, tu vas modéliser, mais faut tenir les 10 ans quand même, hein, avec tous les aléas qu'on connaît, la non-sécurité qu'on a. Quoi. Il faut tenir, c'est disons un coup. Et peut-être justement avec toi, Sina, aujourd'hui, ce coup de transition, les banques et les institutions financières ont un rôle clé à jouer pour alimenter la pompe. Comment vois-tu les évolutions et aujourd'hui, quel type de solutions vous construisez ou vous implémentez? Alors, déjà, comme vous l'avez dit les uns les autres, c'est un sujet éminemment complexe, holistique, politique. C'est du temps long dans une société où on est un peu obsédé par le court terme. Et puis aussi, on a un petit problème de principe, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous sans problème pour aller acheter des vêtements qui ne coûtent rien, peu importe d'où ils viennent, du poulet qui arrive de je ne sais où, qui ne coûte rien. En fait, c'est ça la base, le choix, c'est ça. Et on voit la part dans le budget d'un ménage, en France en tout cas, de l'alimentation qui a fondu au cours des années. Et on en est arrivé là. Donc c'est quand même une situation très compliquée. Pour financer, alors là, il faut mettre bout à bout tout ce que tu as dit, c'est-à-dire du temps long, un changement de modèle avec les risques que ça comporte. Il faut d'abord qu'il y ait un sujet local aussi de résilience et qu'on impose un minimum qui serait fait localement. Et après, ce qu'on commence à regarder, mais toujours avec des partenaires, avec des startups ou avec des grands partenaires comme InVivo. Et nous, on n'est pas encore Mimosa, on regarde plutôt les solutions. Ce qu'on voit, c'est comment on valorise les services rendus par la nature, en fait. Qui va mettre un prix, qui va mettre de la valeur sur le fait que quand on restaure la terre, on améliore le sujet climatique, parce qu'on capte plus de carbone, parce qu'on améliore le sujet de l'eau, etc. Et aussi, qui va réduire les aléas. Donc ça prend à la fois des assureurs, mais aussi des gens qui sont capables d'abord de modéliser, donc on travaille avec des startups, et ensuite de mettre un prix donc, sur ces services rendus et d'être capable de les valoriser, de les monétiser. Donc humblement, nous, en ce qui nous concerne, on est plutôt au début du chemin, et on voit ça comme un sujet compliqué, mais qui ne devrait pas être plus compliqué en fait que toute la structuration qu'on fait dans d'autres projets. Sauf que jusque-là, on ne voyait pas le monde de l'agriculture comme ça en fait. C'était des grands financements avec des prix et des aléas derrière. Là, on est en train de dire, il y a un modèle qui va générer beaucoup de valeur, mais qui va faire de la valeur monétisable pour différents types d'acteurs. Qui est prêt à payer pour ça? Et on commence à entrer dans des POC, en fait, pour voir comment ça peut se passer avec des coopératives comme InVivo. Après, c'est pas facile. Et donc là, évidemment, je ne suis pas du tout qualifiée en la matière, mais ce qui est sûr, c'est que changer pour quelque chose qui est plus du domaine du vivant et pas quelque chose qui est du chimique, ça veut dire que tu vas prendre plus de risques. Tu prends déjà beaucoup de risques avec le climat et avec les rendements. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu plus de coussins de sécurité. Et là, il y a des assureurs peut-être qui voudront jouer le jeu. Merci beaucoup. Je pense qu'on est presque au bout du créneau. Merci à tous, à nos intervenants, à Sina, Fabrice, Florian et Alon pour vos partages et vos perspectives. On voit la complexité du sujet. Les 3 idées que je retiens de la discussion sont alors je ne sais pas si c'était dans cet ordre-là, mais clairement le côté reconnexion et éducation, je pense, il est clé. Vous l'avez dit, aujourd'hui, trop de gens ne savent pas ce qu'ils mangent, ne savent pas ce que veut dire bien manger. Et à un moment, on parle beaucoup de comment on arrive à embarquer les consommateurs dans toute la transition durable. Pour le coup, ça doit passer aussi par l'assiette. Et c'est aussi un appel, effectivement, pour l'éducation et la formation. L'innovation joue un rôle clé, une innovation qui comprenne les enjeux réels et concrets des agriculteurs et qui puisse y apporter les solutions, innovation sociale, innovation technologique, innovation financière aussi. Et puis le 3e sujet, c'est un peu, moi, la note d'optimisme en tout cas. On voit aujourd'hui Mimosa
en direct des éleveurs et des réalités qui existent, qui tiennent. Parce que la réalité, c'est que vous deux aussi, vous avez démarré des projets il y a quelques temps qui ont passé le Covid, qui ont passé quelques crises et qui continuent à tenir. Et donc, l'appel, il est effectivement... Je vois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je peux dire qui gagne le prix ou pas encore? Non, je oublie ça là, mais on garde le suspense. Et en tout cas, on voit l'importance qu'effectivement, agriculture et alimentation jouent de plus en plus dans la société. Merci à tous. Merci beaucoup, c'était passionnant d'avoir incarné, et avec deux anciens lauréats, un lauréat et un finaliste du prix, vous avez vu. Donc maintenant, j'appelle Jean-Louis Picot, notre ami et partenaire du Parisien, qui va interviewer en format table ronde les finalistes de cette année. Donc Christine Mackelbach, Clotilde Gibert, alors il m'en manque encore, Alexandre Guilly, je ne vois pas, et il est là, voilà. Caroline Pétini qui représente Nicolas Sordet, et Charles Guiriec de Poiscaille. Vous êtes tous là, donc génial. Jean-Louis, floor is yours. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis donc Jean-Louis Picot du Parisien, le Parisien Économie, le supplément consacré aux entreprises et aux salariés qui sort chaque semaine, est partenaire de ce prix depuis au moins 10 ans. Je n'ai pas le chiffre exact, mais plus de 10 ans, puisque moi, depuis que je suis à ce poste, j'ai toujours accompagné cet événement, ce rendez-vous, et ça fait toujours plaisir parce que ce sont de magnifiques histoires d'entreprise, au-delà bien sûr de l'enjeu, l'environnement, le social. Ce sont aussi de magnifiques histoires d'entreprise, et je pense qu'on va pouvoir en parler dès maintenant avec les finalistes qui sont à ma droite. Juste une petite chose en introduction, comme je vous l'ai dit, moi ça fait donc 10 ans que je suis à la tête du Parisien Économie. Quand j'ai été invité pour la première fois par le BCG, je découvrais un petit peu l'entrepreneuriat social, solidaire, environnemental. Alors maintenant, quand on parle de ça, c'est partout, on en parle tous les jours, formidable. Mais il y a encore 10 ans, ce n'était pas le cas. Et donc, on est à Change Now aujourd'hui, donc il y a des choses qui se passent vraisemblablement. Et je signalerai aussi que cette semaine se déroule la semaine de l'économie sociale et solidaire dans les écoles. D'où la présence d'enfants, collèges, lycées, etc. ce matin, ici même. Donc c'est là aussi la preuve que les choses changent et qu'on va entendre parler de tout ça encore bien longtemps. Tant mieux. Je vais rejoindre les finalistes, puis je vais leur donner la parole parce que c'est vous qu'on a envie d'entendre tout de suite. Je vous présente, je fais un petit tour de table rapidement. Caroline Pétini, tout au bout, à ma droite, vous représentez Afiren. Alex Guilly, Les Alchimistes. Clotilde Gilbert, Quelle Liberté. Christine Merkelbach pour Label Gamel. Et à ma droite, tout de suite, nous avons Poiscaille avec Charles Guiriec. Je vais commencer avec vous, Christine. Alors, je vous propose un premier exercice. Vous avez l'habitude. On va faire un petit pitch. Chacun va nous présenter son entreprise en 1 minute, 1 minute 30, chacun sa solution. Christine, vous commencez à ma droite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et je vais vous raconter juste en 1 minute Label Gamel. Label Gamel, c'est une coopérative, une entreprise d'insertion, une cuisine centrale qui est située à Montreuil dans le 93. Et on a un double objectif, restaurer et insérer. Alors restaurer, là je vais faire un clin d'œil à Fabrice qui parlait du bien manger. Nous, notre ADN, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Et donc on restaure les centres d'hébergement d'urgence, les foyers de l'aide sociale à l'enfance, les étudiants en situation de précarité notamment. Et notre deuxième mission, insérer, on insère les personnes qui vivent dans les centres d'hébergement d'urgence pour lesquels on livre les repas. En fait, c'est notre innovation sociale. On a créé le circuit court de la solidarité. Et je vous raconterai la suite après. Formidable, merci. Clotilde, pour Quelle Liberté? Alors, le Quelle Liberté, c'est 2000 m² qui sont dédiés à embaucher et à former des sortants de prison qui sont accompagnés par l'association Wake Up Café. Et donc, on leur donne cette chance d'être embauchés tout de suite, d'avoir un salaire
pour éviter la récidive, parce que le risque de récidive, il est dans les toutes premières semaines à la sortie de prison, en les formant, parce que la plupart du temps, ils n'ont jamais travaillé. Et on est sur le bateau Thalassa, on a créé un restaurant, une guinguette et des lieux d'événementiel pour les former et qu'ensuite ils puissent s'envoler vers leur vie professionnelle avec les bases du monde du travail. Sur l'ancienne péniche de l'émission Thalassa, il me semble, hein, pour ceux qui se souviennent. On va continuer avec vous, Caroline, pour Afiren. Donc vous représentez l'entreprise aujourd'hui. Le président n'a pas pu se rendre disponible, mais présentez-nous ce qu'est Afiren en 1 minute 30, vous aussi, s'il vous plaît. Alors Afiren, c'est une start-up industrielle, une société de biotech qui transforme les résidus agricoles en ingrédients biosourcés, qui sont utilisés dans l'alimentation, dans tout ce qu'on mange, les arômes, les parfums, mais aussi la chimie, les matériaux. Donc ça sert à quoi? Ça sert à remplacer les produits qui viennent du pétrole par des produits qui viennent de la biomasse, par une technologie plus propre, biomimétique. Et c'est complètement circulaire, zéro déchet, bas carbone. Et on a construit notre première usine en Moselle. Donc on est en train de démarrer cette usine qui va permettre d'éviter 30 000 tonnes de CO2 par an, qui a créé plus de 60 emplois dans une zone en revitalisation sur une ancienne plateforme industrielle. Merci. Alex, pour les alchimistes. Bonjour, les alchimistes, on est une entreprise sociale créée il y a 7 ans. On est maintenant sur 22 villes en France. On collecte, on composte et on vend du compost. On collecte les déchets alimentaires. Et tout ça, c'est pour nourrir les sols. On le sait assez peu, mais les sols, c'est le 2e stock de carbone dans le monde. C'est 25% de la biodiversité. C'est ce qui filtre nos eaux et c'est ce qui nous permet de manger tous les jours, le sol et nos amis agriculteurs et éleveurs. Et nous, on souhaite prendre les déchets alimentaires partout, dans les poubelles des ménages, des restaurants, des hôpitaux, de la GMS, etc., de les transformer en compost et de les remettre au sol parce que c'est vraiment à cet endroit-là qu'ils sont les plus utiles. Donc on aimerait arriver à 10% de part de marché. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes en rythme annuel et ça crée de l'emploi, 250 personnes. Et l'idée, c'est de continuer et de créer des emplois durables et non délocalisables en France. Merci. Du sol à la mer, avec Charles pour Poiscaille. Pas mal. Moi, je vais juste prendre quelques secondes pour faire un écho à ce qui a été dit précédemment, parce que à la pêche, en gros, on a les mêmes problématiques. Mais il faut savoir que 2 tiers de ce qu'on mange est soit importé de très loin, soit pas du tout durable, parce que soit ça saccage les ressources marines, soit les environnements marins, soit les deux. Donc, fort de ce constat, nous, chez Poiscaille, on a lancé un panier de poissons en direct des pêcheurs français. Et on est vachement engagé sur les critères de la composition de ce panier. Donc chez nous, vous ne retrouverez jamais de saumon, jamais de cabillaud norvégien, jamais de gambas tropicales, alors que c'est 70% de ce qu'on mange. Et au final, vous avez du poisson en direct des pêcheurs français, avec des engagements hyper forts. Et surtout, les pêcheurs sont payés beaucoup plus cher. 40% de plus que leur prix de marché pour les inciter à pêcher moins. L'idée, c'est d'inverser le système et de les faire gagner plus pour pêcher moins. Aujourd'hui, on a 20 000 clients et j'espère que vous allez tous vous inscrire sur poiscaille.fr à la sortie de cette conférence. Donc on en aura 25 000. Ça nous permet de soutenir 250 pêcheurs partout en France. Donc c'est 5% de la flotte française qui gagne plus d'argent grâce à Poiscaille. Et ça permet de faire une société qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-être la plus grosse poissonnerie française. Alors, Charles, je vais poursuivre la discussion avec vous, parce que, comme je le disais, ce sont des aventures d'entreprise, et puis des aventures, bien sûr, personnelles, avec des parcours parfois qui ne sont pas du tout linéaires. Le vôtre, il l'est un peu quand même, parce que la pêche, c'est quelque chose qui était dans votre vie très tôt. Vous pouvez en parler un peu? J'aimerais faire un tour de piste avec un peu l'itinéraire de chacun, s'il vous plaît. Oui, mais moi je suis obsédé par la pêche, je ne sais pas pourquoi, depuis tout petit, depuis que j'ai des couches culottes, je pêche les crevettes. J'étais à la pêche ce week-end, à la truite. Donc je vais à la pêche tout le temps, j'adore ça. Et ça m'a amené naturellement à faire des études de bio. Je ne savais pas trop où j'allais, j'ai fini par devenir ingénieur agro. J'ai pu me spécialiser en pêche, je ne savais pas trop où j'allais non plus. Et surtout au début de ma carrière, j'ai embarqué pendant 1 an sur les bateaux de pêche. La filière pêche, elle ne recrute pas énormément d'ingénieurs, donc en fait c'est un peu un passage obligé. Et là, j'ai compris ce que c'était. Un bateau de pêche, comment ça fonctionne, c'est quoi les enjeux. J'ai vu les marins qui tiraient la gueule le matin à 5 h alors que la veille, c'était la fête parce qu'ils pensaient que leur poisson allait super bien se vendre et qu'ils allaient se faire
une grosse soirée ce week-end, mais en fait non, ils s'étaient vendus 10 fois moins que prévu, donc leur salaire a été divisé par 10. Et donc j'ai vu tout ça, et après j'ai travaillé pendant 7 ans au ministère de la Pêche. Et après 7 ans, je me suis dit que la feuille de route de la pêche, elle n'arriverait pas, parce que les politiques n'auraient pas le courage d'aller proposer des choses un peu ambitieuses pour les pêcheurs. Et donc j'ai constaté que c'était pas là qu'on allait changer les choses, alors que je me disais qu'en payant les pêcheurs plus cher, si ça se trouve, ça changerait un peu plus les choses. Ok, merci. Alors, Christine, vous avez fait une partie de votre carrière professionnelle dans les assurances, AXA, Generali, vraiment à un haut niveau. Et puis un jour, vous vous êtes dit, je vais changer, je vais faire autre chose, je vais ouvrir un salon de thé. Et puis, ça ne s'est pas passé tout à fait comme vous l'aviez prévu. D'où votre présence ici. Ouais, donc vous l'avez compris, hein, ma première partie de vie professionnelle, elle fait rarement rêver comme Charles, lui, a pu rêver enfant. J'ai jamais rêvé des assurances. Je ne sais pas s'il y en a un seul ici qui en a rêvé. Mais j'ai quand même passé 20 ans. Et j'aimais bien ce que je faisais. Je faisais du management, de l'organisation. Mais j'avais envie de faire quelque chose qui me parlait beaucoup plus de façon personnelle, d'être, comme on dit, en phase avec ses valeurs. Et j'ai allié 2 passions, la cuisine et puis le social. Donc j'ai commencé par un CAP cuisine à l'école Ferrandi. Et là, j'ai rencontré un de mes chefs. Et ce qui nous a réunis, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Et après, c'est toute l'histoire de la belle gamelle qui en découle. Ok, merci beaucoup. Alors, quelle liberté. Vous aussi, c'était pas toute votre vie. Vous étiez plutôt avec vos enfants, mais vous étiez bénévole dans les prisons, c'est cela ? Oui, j'ai été pendant 7 ans aumônier de prison, donc un titre qui donne accès aux cellules dans les prisons. Et donc pendant 7 ans, j'ai fréquenté des détenus, des personnes qui avaient fait des choses très très graves, d'autres qui rentraient, sortaient de prison. Et j'ai petit à petit réalisé que si ces personnes qui faisaient rien toute la journée en prison, elles allaient toutes sortir, et que du coup, en sortant, elles n'étaient pas du tout préparées à intégrer la société et le monde du travail. Et donc, pour j'ai trouvé un chef d'entreprise qui a été OK de l'embaucher. D'ailleurs, il est resté 7 ans en CDI dans cette même entreprise. Et puis, ça s'est su dans la prison. Et du coup, les autres détenus venaient me voir et me disaient « Mais moi aussi, je voudrais bien un patron qui m'embauche ». Et du coup, un par un, je suis allée convaincre des chefs d'entreprise qu'on avait un vrai enjeu de société qui nous concernait tous. C'est de donner une chance à des gens qui avaient payé leurs dettes à la société et que sinon, on était presque complices de la récidive dans notre pays. Pourquoi ? Parce que 100 000 personnes sortent de prison chaque année et il y en a les 2 tiers qui vont être recondamnés dans les 5 ans et un tiers d'entre eux vont même rentrer en prison dans l'année. Donc, bref, c'est une grosse machine à laver qui sert à rien. Gros sujet de réinsertion à la sortie de prison. Exactement. Depuis longtemps. Et donc, j'ai créé Wake Up Café, une association. Et puis, cette association se développe sur l'ensemble de la France, où on ouvre des lieux, où on les accueille et où on leur redonne un rythme de vie et le goût du travail grâce à des chefs d'entreprise. Mais il y a un enjeu majeur, c'est un certain nombre d'entre eux qui n'ont jamais travaillé ou qui sortent de 20 ans de prison, qui ont besoin d'avoir tout de suite un salaire et qui pourtant ne savent pas travailler. Et donc c'est là où, avec Jérôme Duron, qui est cofondateur du Quai Liberté et qui est présent, on a créé cette entreprise du Quai Liberté pour pouvoir embaucher et former. Donc il y a ce restaurant, vous êtes tous les bienvenus, on espère vous voir sur le bateau Thalassa au niveau de Beaugrenelle. Voilà l'histoire. On va continuer le tour de table, le tour de piste avec Alex. Donc l'itinéraire aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement comment ça s'est passé jusqu'à arriver à ce projet d'entreprise ? Moi, j'ai fait le choix et j'ai eu la chance de vivre dans des endroits particuliers, favela au Brésil, bidonville en Inde et puis Saint-Denis. Je sais pas, Saint-Denis en France, je ne sais pas si on peut considérer que c'est un bidonville, mais en tout cas, ça peut y ressembler de temps en temps. Et en fait, on s'aperçoit dans ces endroits pauvres qu'on peut allier enjeux environnementaux et enjeux sociaux à travers l'économie circulaire. Il y a peu de personnes qui le savent, mais les cartoneros au Brésil permettent au Brésil d'avoir un meilleur taux de recyclage du carton que le Danemark, qui est le meilleur pays européen sur le sujet. Et en fait, c'est pas souhaitable dans ces pays-là parce que c'est une économie informelle qui permet pas à ces personnes-là de s'élever dans la société de manière durable. En France, en Europe, on a la chance d'avoir des cadres réglementaires qui permettent de le faire.
Donc créer de l'emploi pour les plus vulnérables sur une activité qui permet de participer à sauver la planète, ça fait deux belles jambes sur lesquelles avancer. C'est ça qui m'a. Et on voit en effet, motivé. comme le soulignait Jean-Michel, le prix a été rebaptisé environnemental et social. Et on voit là quelques beaux exemples de, comme vous l'avez dit, les deux jambes possibles ensemble. On va finir le tour de table avec vous. Donc votre parcours et puis celui du président fondateur et également qui n'est pas là avec nous d'Afiren aujourd'hui, mais c'est peut-être bien de parler de vos deux parcours parce que les deux me semblent intéressants et assez parlants. Alors, je vais commencer par le patron. Donc, l'entreprise, elle a été créée il y a un peu plus de 10 ans, effectivement, par Nicolas et Jérémy. Donc, Jérémy, la tête chercheuse, je dirais, donc le scientifique. Et Nicolas, qui vient du monde de la finance, qui, effectivement, a travaillé pendant 15 ans dans la finance et qui était en Asie. Et qui, à un moment donné, a eu vraiment envie d'aller dans l'entrepreneuriat pour utiliser ses compétences sur des projets qui font du sens. Ils se sont rencontrés ensemble. Et en fait, ils sont associés parce qu'ils étaient tous les deux convaincus que c'était possible d'entreprendre dans un projet qui combine de l'économie, de l'industrie et de l'écologie. Et que c'est pas du tout antinomique. Et c'est ça qui a créé, qui est le socle finalement d'Afiren. Et c'est ce socle-là qui fait que l'équipe a grandi autour. Et moi, je dis souvent que les gens qui nous ont rejoints, ils ne sont pas là par hasard. Il y a vraiment quand même une appétence pour le projet. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont quitté des grands groupes, moi la première, pour rejoindre Afiren parce qu'on croit vraiment au projet et qu'il allie le côté très industriel, opérationnel, technique et le côté, les valeurs, l'aspect sociétal aussi très très fort qu'on peut perdre des fois dans des grands groupes. Donc moi, effectivement, j'ai aussi choisi de passer ce cap il y a 4 ans en rejoignant l'entreprise. Auparavant, je travaillais au sein du leader de la chimie dans le monde. Donc une super expérience. Et je me suis dit, ce capital que j'ai acquis, je veux mettre à profit des projets nouveaux pour vraiment bâtir, contribuer à la réindustrialisation parce que on croit fondamentalement qu'il y a besoin d'entreprises industrielles sur nos territoires et pas complètement globales, peut-être des entreprises plus petites, ancrées dans les territoires, donc contribuer à la réindustrialisation, mais aussi et surtout à l'écologie et à la transition de l'industrie. Donc c'est ça qui nous motive en fait. Ouais, et puis, si on veut passer sur notre troisième partie de discussion, parce que ça passe très très vite, et donc moi je voulais parler avec vous des prochaines étapes, au moins de la prochaine étape, et puis aussi de ce que vous pourriez donner comme élément un peu incontournable que vous avez noté, au moins un. Et pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, on parlait de l'industrie qui cherche du monde. Et là, en l'occurrence, on est sur un exemple d'industrie verte. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, et ça peut être un argument très très fort pour séduire d'éventuelles personnes qui viendraient vous rejoindre. Carrément. Et en fait, c'est vrai que, alors déjà pour les entrepreneurs, il faut oser, il faut y aller. Moi, ce qui me bluffe en rejoignant Afiren, c'est la capacité de prendre du risque. C'est le courage, en fait, de ces entrepreneurs, parce que financer des usines, c'est pas facile. Mais en France, on a tout l'environnement qui nous aide, donc il faut oser y aller. Et aux jeunes, s'il y en a parmi nous et qui sont encore en études, de rejoindre l'industrie. Il y a vraiment des métiers formidables, des carrières superbes. Et qui peuvent répondre à vos convictions aussi. C'est-à-dire que si on veut s'engager dans le développement durable, on peut aller dans des associations, évidemment, mais on peut aussi s'impliquer dans l'industrie. On a besoin de vous. Et donc, voilà, quoi. Rejoignez-nous. Ok, parfait. On enchaîne sur cette question de la prochaine étape et les choses un petit peu incontournables, selon vous, dans votre parcours qui pourraient être partagées. Nous, on a prêché dans le désert pendant 6 ans et maintenant il y a une loi depuis le 1er janvier 2024 qui fait que ce qu'on vend est devenu un peu évident. Donc on vend en 2 mois ce qu'on vendait en 1 an l'année dernière. Donc déjà on va profiter de cette vague et puis on va la surfer le plus vite possible. Plus largement, je crois qu'il y a un vrai enjeu de récit de société. Et on veut partager on veut partager ce défi de réécrire ce qui est important de ce qui est accessoire. Aujourd'hui, je ne me satisfais pas de voir que les entreprises les plus cotées à la bourse sont des entreprises qui vendent des sacs à main et du champagne, alors qu'on a des éleveurs qui nous font du lait, du pain et de la bière et qui arrivent difficilement à bouffer à la fin du mois. Donc ça, on veut participer à notre petit niveau
Voilà, nourrir les sols, c'est quelque chose qui nous semble absolument essentiel dans le début de l'histoire. Et on veut le faire avec un petit peu de colère pour se bouger et beaucoup de joie parce qu'on pense que c'est le meilleur des moteurs. Merci pour la conclusion. On continue avec quelle liberté, la prochaine étape? La prochaine étape, c'est qu'on a fait là un prototype qui semble faire ses preuves. Et l'objectif, c'est de créer des quais libertés avec déjà un premier projet sur lequel on travaille sur Marseille, dans un lieu où on puisse faire de l'insertion avec des lieux d'exception. Parce que je pense que faire de l'insertion, ça nécessite aussi du beau, du grand, de l'enthousiasme et voilà, quelque chose qui soit fort. Et voilà, et ensuite, pour être... Vas-y. Non, pardon, mais j'allais dire, puis ce qui me semble important, dans plusieurs projets d'ailleurs qu'on écoute aujourd'hui, c'est là, on est dans la restauration, donc il y a des serveurs, il y a des cuisiniers, mais les gens qui viennent chez vous, ils ressortent, ils peuvent avoir des formations, ils peuvent aller vers d'autres métiers. Et avec la Belle Gamelle, c'est exactement la même chose. C'est très important, c'est pas aller juste dans un secteur, c'est avoir de l'acquis pour ensuite pouvoir continuer dans cette même branche, mais peut-être faire autre chose. Complètement, et durer dans l'emploi. Nous, si on a créé ce quai liberté, c'est pour leur permettre de durer dans l'emploi et avoir les bases pour tenir en entreprise. Et je crois aussi très fort au partenariat avec les entreprises, où aujourd'hui le monde associatif et le monde de l'entreprise est très fort. Avec une création d'entreprise comme celle-là, si on mixe les deux, mais on a besoin de l'ensemble de l'écosystème pour que ça marche. Et juste pour être entrepreneur, ça demande effectivement du courage et aussi de beaucoup bosser. Et donc, je pense que ceux qui veulent se lancer, faut aimer travailler. Et bien s'entourer aussi, parce que ça, vous me l'avez dit beaucoup les uns et les autres. Ouais. Christine, on continue juste pour une conclusion. Et c'est déjà fini. Juste une conclusion. Nous, on a envie de continuer pour deux raisons. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Et pour continuer à insérer. Donc là, je viens des stats. Donc je vous donne un petit chiffre. 85% des personnes qui nous quittent partent avec un emploi et un logement. N'oubliez pas, on les embauche dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc ça, on va continuer à tout mettre en œuvre pour que cette réalisation, elle se perdure et qu'elle puisse profiter au maximum de personnes. C'est 18 nationalités différentes à la Belle Gamelle et on est 32 personnes. Alors, vous qui êtes des chefs d'entreprise, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on ne parle pas français qu'on ne peut pas travailler et ça marche très bien, la Belle Gamelle en est la preuve. Alors ensuite, quand on est aussi un chef d'entreprise, il faut accepter de ne pas réussir, il faut accepter de douter. Et là, il y a un super MOOC qui vient de sortir avec Make Sense. Donc, s'il y en a qui ont envie de le regarder, je vous invite, il est gratuit, dure 20 heures. Merci, Charles. La prochaine étape pour Poiscaille, c'est atteindre les 25 000 abonnés. Donc, il nous en manque plus que 3 000 pour atteindre la rentabilité. D'ailleurs, Jean-Louis, je compte sur toi pour parler de Poiscaille sur la prochaine Une du Parisien. Maintenant. Devant témoins, nombreux témoins. Donc, Exactement, tu t'es engagé. Et un conseil, c'est juste de faire les mains dedans au début. Moi, les 4 premières années de Poiscaille, je travaillais au ministère, le soir, le samedi, le dimanche. J'étais avec ma petite camionnette, j'allais chercher les poissons sur les plateformes logistiques, je fouillais des palettes, j'embêtais tous les logisticiens pour qu'ils retrouvent ma caisse de poissons dont ils n'avaient absolument rien à faire. Et j'étais au cul du camion, à parler aux clients, à comprendre ce qui allait. Ah oui, la dorade, elle est trop grosse. Ah oui, la sèche, je ne sais pas la vider, etc. Et ça a permis de vraiment comprendre le besoin et d'affiner. J'ai plein de gens qui m'ont dit, j'ai eu l'idée avant toi, mais c'est vrai que l'idée, elle n'est pas hyper complexe, mais il n'y a pas grand monde qui l'a faite. Merci à vous tous. Bravo, on peut les applaudir. Bravo. Merci à tous. Je vais vous inviter à reprendre vos sièges. On reviendra pour la remise du prix. Et là, j'invite Ilham Kadri, CEO de Syensqo et qui était notre président du jury cette année. Merci Ilham, à nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Merci, cher BCG, les équipes BCG, cher Jean-Michel. Merci pour l'invitation. Je suis effectivement très honorée d'être la marraine ou la présidente du jury de cette année. Chers invités, c'est un plaisir d'être à Change Now. C'est ma première fois, donc je découvre. C'est une mine d'or avec des solutions environnementales. J'ai eu
beaucoup de difficultés à arriver ici parce que je voulais m'arrêter à chaque stand, mais je vais rester. Et en tant que scientifique et humaniste et capitaine d'industrie, j'aime beaucoup voir tout ça autour de nous. C'est très inspirant. Chers candidats, bravo, bravo, c'est magnifique. Bien sûr, je vous connais. On a soigneusement étudié en décembre avec le jury. Je peux vous dire qu'ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc la tâche n'était pas facile du tout. Mais avant d'annoncer le prix 2024, on m'a demandé humblement de parler un peu de ma société. Donc vous allez entendre ce que c'est que Scienceco. C'est une start-up. Je l'ai commencé il y a 3 mois, mais bon, il y a 13 000 personnes, 8 milliards. Mais bon, on n'a que 3 mois d'existence. Et ce qu'on fait aussi sur les plans environnemental et social. Alors j'aimerais commencer par dire quelques mots sur ce prix et pourquoi finalement j'ai accepté d'être la présidente cette année. Nous vivons dans un monde, et je ne vais pas faire vous répéter les premières et les unes des journaux, il y a une urgence écologique et une urgence de justice sociale. Ça n'échappe presque plus à personne que l'équilibre climatique de notre planète, il est menacé. Donc il y a la trajectoire 1,5 degré, vous la connaissez tous, qui est importante. Le IPCC, le dernier rapport, a dit que nous n'étions pas du tout alignés avec ça. Et tandis que des millions de personnes souffrent d'injustice sociale dans le monde. Alors, je rappelle un adage que je dis souvent à mes équipes, ce qui nous a amenés ici ne nous emmènera pas plus loin. What took us here will not take us there. Probablement c'est plus anglais que français. Mais j'aime beaucoup cet adage parce qu'il nous invite à trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de produire, d'opérer, de réfléchir. Il faut innover, il faut se réinventer, il faut devenir plus circulaire. On a parlé de circularité et tout ceci de manière inclusive. Alors en ce sens, je suis une scientifique, donc j'ai foi dans la science, les startups, les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, comme ceux que nous avons bien sûr rencontrés pour ce prix, et bien sûr les grandes entreprises. Hein, c'est pas un ou bien l'autre, c'est les deux ensemble. Les entreprises, en fait, on a besoin des petites entreprises, des entrepreneurs, parce que des fois on est juste in the box, hein, on est un peu myope, on voit pas d'autres solutions que des entrepreneurs voient différemment. Et vous permettez des choses peut-être que les grandes entreprises ne se permettent plus ou n'osent plus en fait faire. Alors les 6 projets sélectionnés pour la finale ont toute leur place sur le podium parce qu'ils sont innovants. Ils ont un impact social et environnemental et ils sont viables économiquement. Donc la viabilité, moi je dis toujours sustainability and profitability. Il faut être durable et il faut être viable économiquement. Sinon vous êtes une anecdote. Donc il faut avoir ça en tête. Et les départager a été dur et j'aimerais sincèrement remercier l'entièreté du jury composé donc, alors je vais les mentionner rapidement, Jean-Paul Agan de L'Oréal, Xavier Huillard de Vinci, Augustin Dromanet d'ADP, Cécile Belliot de Bell, Angélès Garcia Povedeva de Legrand, Brice Teinturier d'Ipsos, Jérôme Schatzman d'Entrepris à ESSEC et Elsa d'Acosta d'Ashoka. Donc voilà, du bon monde. Alors on a eu des bonnes discussions, très ouvertes, hein, quand on a eu ce pitch, comme vous avez vu, hein, et donc c'était assez serré sur l'ingénuité, la créativité, la détermination des candidats, ainsi que les prises de position de chacun qui ont contribué à choisir finalement les lauréats, mais je viendrai dans une minute. Alors, Scienceco, il y a la science dans ce beau nom qu'on a invité, qu'on a lancé il y a 3 mois, donc c'est tout jeune. Beaucoup de startups et de petites entreprises s'engagent et je les félicite. Et je crois sincèrement que demain, les entreprises qui n'allieront pas à développement durable, y compris solidaire et profitabilité, seront vouées à disparaître. Alors Scienceco, c'est une scission du groupe Solvay qui a 160 ans, l'icône de la chimie. Et depuis 3 mois, voilà, nous avons fait un demerger, un split, une scission de 13 000 collaborateurs sur les spécialités. Et voilà, nous sommes engagés. J'ai l'honneur de continuer avec cette partie de la maison. Nous nous engageons de manière ambitieuse à résoudre les grands défis de demain. Alors, c'est inscrit dans notre raison d'être. Hein. Moi, je crois dans les transformations qui sont autour d'une raison d'être. La nôtre, c'est repousser les limites de la science pour faire progresser l'humanité. Alors, quand je suis arrivée en Europe, et j'habitais aux États-Unis il y a 5 ans, pour diriger le groupe Solvay, on m'a dit, vous faites partie du problème, la chimie.
Oui, on fait partie du problème. J'ai fait mon coming out. Hein. C'est le 6e pollueur du monde. Hein. On est 6, numéro 6, mais on fait partie de la solution. Et je clame très très fort qu'on fait partie de la solution. On fait de la chimie, mais bon, je suis chimiste, hein, donc je ne suis pas neutre. C'est mon background. Et la mère de toutes les industries. Virtuellement, vous avez tout. Tout est chimique autour de nous. Et comme Caroline a mentionné pour la société à Firenze, je ne sais pas où est Caroline, on a besoin des grandes entreprises et des sociétés comme vous. Donc on a besoin des deux. Sans chimie, il n'y a pas d'hydrogène vert. Sans chimie, il n'y a pas de batterie électrique. Sans chimie, il n'y a pas de circularité. Et voilà. Donc nos matériaux aujourd'hui, chez Syensqo, ils sont dans un véhicule électrique sur 2 et dans 85% des avions. Alors vous dites, les avions, c'est pollueur, ils aiment. Oui, c'est vrai, mais on allège les avions. Donc on leur permet en fait de voler plus léger, donc ils consomment moins de gaz, de fuel, et donc c'est l'aviation durable. En parlant d'avion, nous sommes le premier partenaire technologique de l'incroyable aventure, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Climate Impulse de Bertrand Piccard. Il récidive, donc en 2028, il y aura le premier tour du monde en hydrogène vert. En 9 jours, sans escale. Il a fait le Solar Impulse avec du solaire, avec 16 escales. Maintenant, c'est l'hydrogène vert en 9 jours. Et c'est un exploit si nous y arrivons, parce que c'est un projet où l'avion, il sera autour de 2 réservoirs d'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est la plus petite molécule qu'un chimiste peut faire à partir du tableau de Mendeleïev. Elle est petite, mais elle... leakage, comment on dit, elle fuit, donc elle fuit très rapidement et elle est inflammable. Donc il faut vraiment le stocker à très très basse température, proche de la température zéro. Donc voilà, on va faire ça, on va faire le tour du monde avec son copilote Raphaël Dinelli pour alléger l'avion. On va utiliser des matériaux qui s'appellent les thermoplastiques composites qui sont circulaires. Et on a une vision commune, c'est celle d'un monde plus propre où l'innovation, la science et la technologie sont mises au service de la durabilité. Alors on veut montrer que c'est possible, on peut rêver, être porteur de cet espoir, et les jeunes ont besoin d'espoir et rendre l'impossible possible. Alors on ne s'arrête pas aux avions, nous sommes dans les batteries électriques, mais aussi dans tous les matériaux qui allègent, qui sont moins lourds, donc vous consommez moins de carburant et de fait ils polluent moins. Et depuis quelques années, nous avançons aussi, nous avons nos propres petites victoires, grandes victoires, objectifs. En seulement 3 ans, depuis 2021, nous avons déjà fait la moitié du chemin pour atteindre les objectifs de Paris. Donc on n'était pas aligné à la trajectoire de Paris avant 2019. Quand je suis arrivée, on m'a dit c'est impossible Ilham, tu vas impacter ton balance sheet, ton PNL, ça ne va pas être profitable. Depuis 2019, on a fait 2 fois Paris. Donc Paris nous demandait de couper nos émissions de gaz à effet de serre de 2%. On a fait 4% chaque année et on a doublé nos rendements depuis 2019. Donc c'est possible, c'est possible. Nous avons donc une base solide pour atteindre un objectif carbone. Alors pour une société chimique, c'est bizarre de le dire, mais on va être neutre en 2040, donc 10 ans plus rapidement que notre société mère Solvay. Nous avons également continué à augmenter la part des ventes qu'on appelle circulaires. Quand je suis arrivée chez Solvay, c'était 2-3%. On a fini l'année dernière à 13% et nous espérons doubler ça d'ici 10 ans. Le volet social est important. On a beaucoup parlé de la pauvreté, de ne pas laisser les gens derrière nous. Et cette transition, elle est importante, elle est lourde. C'est une transition environnementale, digitale, mais il y a une transition de justice sociale. Alors, humblement, nous avons fait des avancées majeures en 5 ans. L'octroi de 16 semaines de congé parental chez nous. Donc venez chez nous si vous voulez avoir 16 semaines, mais partout dans le monde. Alors en Europe, on est assez chouchouté, mais aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est une société globale. En Chine, ce n'est pas le cas. Donc voilà, et on le donne bien sûr aux mères et aux parents et aux coparents, quelle que soit bien sûr leur orientation, leur genre ou la localisation géographique. Nous avons identifié et comblé 951 écarts sociaux entre hommes et femmes. Donc on a fait notre coming out. Il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, pas toujours en faveur des hommes, parce qu'en Belgique, chez nous, c'était les hommes qui étaient moins payés que les femmes.
un même job. Donc ça existe aussi, c'est une anecdote et il faut que la justice soit both ways. Et nous avons lancé 3 initiatives pilotes sur un salaire décent qui me tient à cœur pour tous, partout dans le monde, et nous sommes engagés à le finaliser d'ici 2026. Et bien sûr, je mène de front le grand combat pour plus de diversité. Je suis devant vous parce que je suis un pur produit de diversité et surtout de l'inclusion. L'inclusion est venue très tôt dans ma vie, au Maroc, à Casablanca, d'un environnement très très pauvre. Et pourtant, l'éducation m'a permis aujourd'hui de me tenir devant vous et d'être une capitaine d'une industrie comme Syensqo. Notre conseil d'administration est composé aujourd'hui de 6 femmes sur 10, dont une femme directrice générale, humblement moi, une présidente du conseil général, une grande première dans cette industrie dans le monde et probablement dans le monde. Il faudrait que je check, mais je le pense. Et puis on a 24% de nos effectifs qui sont des femmes. Nous avançons à petits pas. Je ne serai jamais satisfaite jusqu'à ce qu'on ait une parité. Mais encore une fois, il nous faut beaucoup, beaucoup plus de femmes dans ce qu'on appelle le STEM, les sciences, technologies, ingénierie et maths, parce qu'on les perd. On les perd à un moment donné, que ce soit le congé parental, etc. On perd nos filles de sciences. Alors venez, aimez la science, parce que la science va impacter, va trouver des solutions à ces changements climatiques. Et bien sûr, nous continuons à investir dans l'humain. Alors, on a beau faire des progrès, ce dont j'en suis sûre, et je vais vous laisser avec ça, c'est que nous n'y arriverons pas tout seuls. Ce n'est pas une affaire d'une société, c'est une affaire du collectif. D'ailleurs, par le biais de notre fonds de capital risque, on a un venture capital qui s'élève aujourd'hui à près de 80 millions d'euros. On soutient 19 startups à impact, donc l'impact est important. En Asie, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Et ces entrepreneurs sont en train de développer des solutions, comme les entrepreneurs que nous avons écoutés, des solutions innovantes liées aux défis majeurs de demain. Et nous les soutenons car nous avons besoin d'eux. D'ailleurs, nous les laissons tranquilles. Nous essayons de ne pas leur dire comment il faut travailler. Parce que souvent, cette liberté leur donne beaucoup d'audace que ce qu'ils auraient fait au sein de nos sociétés. Alors, certains acteurs se donnent les moyens de préserver notre planète tout en mettant l'homme et la science au cœur de la transition écologique et digitale. Et c'est exactement ce que récompense le prix de l'entrepreneur environnemental et social. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'un écosystème. L'écosystème est important où tous les acteurs, start-up, entrepreneurs, grandes sociétés comme la mienne, gouvernements, mais les ONG et autres partenaires dialoguent, se soutiennent, collaborent à tout niveau pour qu'on puisse réellement avancer dans cette triple transformation, comme j'ai dit, environnementale, digitale et sociale de façon durable. Il y a des moments où je pense dans l'histoire, et je suis une mère, mon fils il a 18 ans et il me challenge à la maison quand il voit que je fais de la chimie. D'ailleurs, il fait de la chimie maintenant pour son bac, mais il me challenge pour aller vers ce zéro plus rapidement. Et je suis sûre que nous sommes à ce moment de l'histoire où les actions d'une génération, de la mienne, déterminent le cours des événements pour les générations futures. Et nous sommes aujourd'hui à l'un des carrefours critiques et on n'aura plus le luxe, je le pense, de faire des choix. Nous sommes vraiment cette dernière génération qui aura le luxe de faire un choix. Et c'est le destin de notre planète, de nos sociétés que nous avons entre nos mains. Et voilà, cette génération doit agir. Alors, let's change now. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ilham. Je vais demander à Olivier de venir nous dire un mot. Olivier, notre directeur général à BCG en France. Bonjour à tous. Quelques mots, parce que je sais que je suis la dernière étape avant l'annonce des lauréats, donc je vais aller très vite. D'abord, un mot pour te dire merci, Ilham. Merci d'avoir accepté de présider le jury. Tu en as décrit la composition et merci pour ton engagement et ces mots inspirants que tu viens de nous donner. Et puis bravo à tous les finalistes. Quel talent, hein. Peut-être ça fait un mot parce que ça fait 17 ans qu'on a créé ce prix de l'entrepreneuriat social et environnemental. Et pourquoi est-ce que ça fait 17 ans et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est très proche de mon cœur, du cœur de BCG et puis du cœur de ces 1300 salariés. Alors, tu as parlé de raison d'être, Ilham, tout à l'heure. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a 3 raisons principales. La première, c'est que ça répond à une conviction qui est que les entreprises, c'est bien. C'est pas qu'un problème. Ça permet de faire avancer le monde, de faire progresser les sociétés. Nous, au BCG,
C'est notre métier d'accompagner les entreprises et on en est certain. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que ce modèle qui sous-tend les entreprises, qui est un modèle économique viable, eh ben, ça s'applique et ça démultiplie tous les impacts environnementaux et sociaux qu'on peut faire. Voilà, donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça récompense l'innovation et l'impact. Ça, c'est deux thèmes qui sont au cœur de l'ADN du BCG. Et d'ailleurs, cet impact, nous, on est là pour essayer de le démultiplier humblement. Les gagnants, les lauréats vont avoir une mission BCG qui va durer plusieurs mois. Et nous, on va les aider à accélérer, à avoir de l'impact, à passer à l'échelle, qui est souvent le problème que pas mal de startups ont et qu'on va les aider humblement à surmonter. Et puis la troisième raison, c'est que c'est un prix qui nous engage tous les salariés du BCG. Alors chacun a eu son coaching, une petite équipe qui l'aidait à préparer, chacun des participants, chacun des finalistes et puis les lauréats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi les accompagner dans la durée sur une mission. Donc voilà, ça nous engage. C'est quelque chose qui est important en tout cas pour les différents salariés du BCG. Voilà, donc sans plus attendre, Ilham, je te redonne la parole pour que tu puisses annoncer les lauréats. Alors, il est maintenant temps de vous révéler, voilà. C'est comme les Oscars of Ceremony, donc sur un tapis vert qui n'en est pas de moins glamour. Donc voilà, au nom du jury, je suis très fière de vous annoncer les lauréats du prix de l'entrepreneur environnemental et social 2024 de BCG. J'aime beaucoup leur slogan, j'ai adoré. Le premier a dit, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Bravo. Alors, round of applause à Christine Merkelbach pour Label Gamel. Venez à côté de moi. Une coopérative d'insertion, bien manger, insérer, c'est magnifique. Et le deuxième slogan que j'ai beaucoup adoré, on combat la récidive, sinon on est complice. Clotilde Gilbert pour Quelle liberté. L'insertion. Venez. Merci. Merci à vous. On va prendre tout le monde. Oui, oui, oui. Venez. Oui. Bien, Olivier. Venez. Bien sûr. Oui, oui, allons-y là. Merci. Merci. Ok, bien sûr. C'est eux les héroïnes. Voilà. Ah, avec moi, je reste. Moi, je sais pas, moi, vous me dites de partir, je suis bonne élève. Hein. Ah. Merci. Un petit mot peut-être pour conclure, Clotilde et Christine. Eh ben, ça marche. Oui. Je voudrais dire que d'abord le Quelle liberté. Donc Jérôme Duron et moi, on est très très honorés d'être accompagnés par le BCG. C'est un immense honneur parce que nous aussi, on va récidiver. On a envie de déployer cette opportunité d'embauche des sortants de prison pour qu'ils deviennent des acteurs positifs dans notre société. Et cette mission qui nous est accordée pour modéliser et développer le projet est énorme. Donc un très très grand merci, c'est un grand honneur. Bravo. Merci beaucoup, je suis vraiment très honorée. Bien sûr, je partage ce prix avec Vincent Dautry, le cofondateur de Label Gamel. Je fais aussi un coucou à Sophie et Alexandra qui sont présentes. Et puis à toute la belle équipe qui est derrière les fourneaux pour faire les 1500 repas qu'on fait aujourd'hui. Et puis demain, on va doubler le nombre de repas. Et puis après-demain aussi. Et puis avec Clotilde, on a aussi beaucoup de points communs. Donc on va travailler ensemble, on va faire des choses ensemble. Et tout ça, ça m'anime et je suis très heureuse. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Merci à toutes les deux. Merci à Ilham. Je vais demander à tout le monde de venir pour une photo de famille. Avant, je voudrais vous rappeler que l'appel à candidature va ouvrir incessamment sous peu
pour le prix 2025. Donc à partir de mai, vous pourrez déposer vos candidatures pour le prix 2025. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc les membres du jury, les finalistes, vous venez, on fait une photo de famille. Et Joséphine aussi. Bien Joséphine, bien. Il faut passer derrière. Bonjour. On passe derrière. Sur la table. Bravo. Bravo à tous. Bon, merci. Fabrice, on se... 3 mois. 3 mois. Oui, Je peux, oui, bien sûr. Oui, oui, des explorateurs, c'est bien, ça donne un petit peu. J'ai besoin d'un million 6. J'ai peut-être... Capitale et date. Ouais. Attends, il y a Société Générale qui est là.